Alors c'est un pays, tenez-vous bien, qui a enregistré le plus fort appauvrissement depuis 60 ans. Et pourtant, Madagascar, parce que c'est ça dont il s'agit, avait du potentiel du fait de ses importantes ressources naturelles et pas seulement. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Pourquoi est-ce qu'on vous parle aujourd'hui de Madagascar? C'est parce que les Malgaches sont appelés aujourd'hui à voter pour le premier tour de leur élection présidentielle. Alors un scrutin, je l'ai appris en vous lisant, qui est largement boycotté par la majorité des 10, 12 ou je ne sais plus 13 candidats. C'est une nouvelle crise politique qui s'ouvre. Potentiellement oui, sur 13 candidats, 10 ont appelé au boycott de cette élection. Parce que ils critiquent la pratique du président actuel. Alors je vous la fais très vite, mais le président actuel a été naturalisé français en secret en 2014. Et donc la loi malgache, normalement, interdit la double nationalité. Et donc il devrait être citoyen français. Et donc les opposants lui contestent la possibilité de se présenter, et tout un tas de procédures également dans l'organisation des élections, mais c'est surtout cela qui a cristallisé l'opposition. Il n'avait pas dit qu'il était français, et donc on lui conteste le droit d'aller à l'élection. Et aujourd'hui, c'est une espèce de mascarade qui a lieu, puisque 10 sur 13 qui refusent cette élection, le président actuel risque d'être élu, devrait être élu au premier tour. Quand je dis risque, c'est parce que ça peut déboucher rapidement sur une crise politique le pays en a connu plusieurs. Vous imaginez, avec la plupart des candidats qui boycottent, s'il est élu au premier tour, les gens risquent d'aller dans la rue, et comme en 2009, comme il y a 25 ans également, ça c'était passé en 1975, le pays risque de tomber dans l'affrontement, et ce qui va encore aggraver cette situation actuelle. Voilà, avec un effondrement économique qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire, qui est rare, qui est même unique au monde, un niveau de revenu divisé par 2 en 60 ans. Ça, c'est assez extraordinaire. On s'est intéressé vraiment à ce pays parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'économie et au développement, qui posent la question pourquoi un pays se développe ou ne se développe pas. Et le cas malgache est extrêmement intéressant et triste, parce que ce pays, dans les années 60, avait à peu près le même niveau de PIB par tête que son voisin de l'île Maurice, par exemple, que la Côte d'Ivoire, que la Corée du Sud à l'époque. Et quand on regarde la photographie de ces pays aujourd'hui, on voit un pays qui s'est effondré, alors que d'autres se sont développés. L'île Maurice, c'est devenu un pays même high-tech. La Côte d'Ivoire, après des troubles politiques, se développe, et sans parler de la Corée du Sud. Donc, on se dit, mais pourquoi un pays comme celui-là, qui a d'importantes ressources. Enfin, moi, j'ai vécu dans ce pays il y a quelques années, et je peux vous témoigner qu'il y a des ressources minières, des ressources agricoles. C'est-à-dire, tout pousse à Madagascar. C'est un rêve d'agronome, comme on dit. Donc, comment se fait-il que ce pays, avec ses potentiels, a potentiel touristique aussi. Exactement. Moi, ça me fait rêver, mais c'est Nosy-Be, Nosy-Rana au nord, c'est ça. Exactement. Donc, des îles qui font absolument rêver. Et comment se fait-il que ce pays, aujourd'hui, a cet effondrement que vous mentionnez, et ce qui se traduit par un taux de pauvreté de 75%, c'est-à-dire que 3/4 de la population vit avec moins de $2 par jour, et c'est 2 fois la moyenne de l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que les pays comme Madagascar s'est appauvri, alors que les pays du Sahel, par exemple, sur longue période, ne se sont pas appauvris. Ils ont même légèrement augmenté en PIB par tête. Donc il y a une énigme malgache assez extraordinaire. Cet énorme gâchis au regard du potentiel, encore une fois, de l'île, comment est-ce qu'on l'explique? Alors, moi, j'ai contacté pour faire l'article sur Madagascar un économiste de l'Institut pour la recherche pour le développement, l'IRD, qui a travaillé de nombreuses années sur Madagascar et qui a écrit un livre qui s'appelle « L'énigme et le paradoxe ». Et cet économiste, François Robot, a exploré d'abord toutes les hypothèses en disant, est-ce que c'est un problème ethnique? Est-ce que c'est un problème de guerre de religion comme il y a eu dans certains pays? Pas du tout. C'est-à-dire que politiquement, il y a eu des troubles, mais pas comme en Côte d'Ivoire, où il y a eu une vraie guerre civile. Donc Madagascar, finalement, même s'il y a eu des crises politiques, l'explication ne colle pas. L'hypothèse, c'est le comportement de la classe dirigeante. C'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est qu'il a constaté... En fait, c'est un comportement de prédation. C'est-à-dire que... ça veut dire que la classe dirigeante a des positions dominantes dans beaucoup de secteurs, et s'est arrangé pour empêcher l'arrivée d'investisseurs étrangers, de nouveaux concurrents, pour développer le pays. Mais si le pays s'est développé,
il y aurait plus de recettes fiscales, plus un gâteau plus gros à se partager. Hein. C'est résumé par l'expression de François Roubaud qui dit ils ont préféré une grosse part de gâteau, d'un petit gâteau, plutôt qu'une plus petite part d'un gâteau qui grossit. C'est assez extraordinaire, mais ça ne peut être que cette explication qui fait que, mais on le constate après dans pas mal de secteurs, quand on va dans le détail, le secteur du litchi, le secteur de la vanille, c'est très important pour le pays, sont totalement verrouillés et donc empêchent le développement. Et c'est ça qui est extraordinaire pour ceux qui s'intéressent à l'économie, c'est de voir qu'une classe dirigeante, qu'une élite d'un pays peut empêcher son développement par son comportement et par aussi le fait qu'elle est extrêmement concentrée. C'est-à-dire que c'est un clan qui a toujours dirigé Madagascar, une élite politico-économique et qui ne supporte pas la concurrence. Il y a plein d'exemples dans l'histoire du pays d'investisseurs qui sont allés là-bas et qui se sont retrouvés devant la justice parce que la justice est extrêmement corrompue et qui se sont finalement retrouvés dans un avion. Et tout ça fait que la croissance a été extrêmement faible avec une population qui a doublé sur cette période. Évidemment, ça fait une chute du revenu par habitant de près de la moitié. C'est désolant. Et quelle voie de sortie Alors, c'est d'abord la voie de sortie, on peut se poser la question déjà des bailleurs de fonds, parce que nous, on est intéressés, d'abord c'est une ancienne colonie, la France était présente dans l'aide, et on voit bien la limite de l'aide, c'est-à-dire quand on a un comportement comme cela, que peuvent faire les bailleurs de fonds? Il y a plein de projets qui sont intéressants, enfin l'Agence française de développement finance des projets dans tous les domaines, ça améliore le sort des Malgaches, mais on voit bien que ça ne peut pas changer fondamentalement le comportement. Donc c'est effectivement très difficile de l'extérieur d'avoir un impact. Ce qu'il faut évidemment faire attention qui on finance. C'est-à-dire qu'il y a par exemple la zone franche qui s'est développée à Madagascar avec de nouveaux entrepreneurs qui a eu un certain succès. Donc financer ce genre de projet, pourquoi pas. Mais globalement, l'aide, on voit bien qu'elle elle a un effet limité. Après, la grande question, c'est est-ce que c'est la société malgache qui peut un peu se sortir et faire en sorte que les poussées des dirigeants modernes, entre guillemets, c'est-à-dire qui ont une autre approche. Pour l'instant, franchement, on ne le voit pas. Peut-être que cette crise politique va déboucher sur cela, mais pour l'instant, l'hypothèse, et François Roubaud, qui est grand connaisseur de Madagascar, l'a mis en avant, c'est l'hypothèse du chaos. C'est-à-dire qu'avec un président qui s'accroche avec son clan et qui continue la même politique et qui appauvrit le pays. Donc c'est extrêmement dramatique. On ne voit pas de sortie de crise a priori. Et donc Madagascar risque de s'enfoncer dans le chaos et on ne peut pas imaginer, si vous voulez, après, il faut voir l'impact concret. Monsieur Roubaud me parlait de sa mission récente dans les écoles malgaches, c'est-à-dire que dans certains coins, alors que Madagascar était très en avance dans l'éducation dans les années 1960, il n'y a quasiment plus d'écoles, il n'y a quasiment plus de profs. Donc on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais le pays peut continuer à s'appauvrir, sachant qu'il y a toujours, ce genre de pays, une démographie galopante. On prévoit que le pays qui fait 28 millions d'habitants en fera 50 dans 25 ans. Donc vous imaginez la bombe sociale et l'impact humain de ce genre de trajectoire. Ouais, avec Madagascar, avec Maurice qui est juste à côté, c'est fou de se dire que Madagascar a échoué là où Maurice a réussi avec des dirigeants différents et finalement avec des avantages comparatifs qui sont assez similaires entre les... Exactement, puisque Maurice a démarré par le textile. C'est beaucoup plus petit en plus, mais Maurice est plus petit que Madagascar. C'est plus petit, mais ça a démarré avec le textile, avec une main-d'œuvre pas chère à l'époque, et donc ils ont commencé à faire leur développement, et ensuite ils ont changé de gamme pour aller aujourd'hui à l'informatique et la high-tech. Et effectivement, Madagascar aurait pu, puisqu'il y a eu un début de développement du secteur textile, avec une main-d'œuvre pas cher, donc jouant cet avantage. Plein de pays sont passés du pas cher, du bas de gamme, à du haut de gamme. On pense au Vietnam, par exemple, qui fabrique aujourd'hui des voitures électriques. À l'époque, c'était aussi le textile et une main-d'œuvre pas chère. Donc Madagascar, c'est assez fascinant de voir des trajectoires économiques comme cela sur 60 ans, notamment en raison du comportement de l'élite dirigeante qui n'a pas su se dire, bon, on ouvre le pays, on permet la concurrence, on perd certaines de nos rentes, mais on se dit que la croissance va continuer et que donc on aura toujours une part de gâteau. Voilà. Bon, à lire donc évidemment cette semaine dans le magazine Challenge qui sort aujourd'hui. La couverture est sur les salaires
Qu'est-ce que vous nous racontez sur les salaires? Alors, ça continue. Les salaires sont toujours une rude négociation, notamment en période d'inflation. On a constaté quand même que beaucoup d'entreprises ont lâché du lest. C'est-à-dire pour faire face à l'inflation, beaucoup dans les primes, mais on a un comportement général quand même s'il y a eu une perte de pouvoir d'achat, où on a vu L'inflation ralentit et le marché de l'emploi semble se retourner. On va en parler. C'est ça. Alors, on va voir justement si ça va changer la tendance, mais dans la période où justement la France avait un taux de chômage qui baissait et une inflation qui était galopante, on a vu un comportement des entreprises, notamment dans les grands groupes. Justement, il y a eu des accords avec même des augmentations substantielles et notamment les primes. La question, on se demande si ça peut continuer avec le retournement actuel. Allez, merci beaucoup à lire donc cette semaine dans le magazine Challenge. Merci Thierry Fabre, merci beaucoup. rédacteur en chef à l'hebdomadaire. Salut.